La formule est simple. Lorsque la situation X se présente, je vais exécuter la réponse Y, ou dans sa forme basique, si situation, alors je ferai comportement. Pour appliquer cette stratégie à vos habitudes, il suffit de remplir cette phrase. Je ferai comportement à, dans, location. Je veux écrire tous les jours. Devient, j'écrirai au moins une phrase à 20h30 chez moi. Je méditerai quand j'aurai du temps. Devient, je méditerai pendant 1 minute à 7h dans ma cuisine. J'essaierai de lire le plus souvent. Devient, je lirai au moins une page d'un livre à 21h dans mon lit. Empilez vos habitudes. Le meilleur moyen d'établir un lien avec votre nouvelle habitude pour la rendre évidente est de la rattacher à une routine existante qui agira comme un déclencheur. Pour appliquer cette technique, choisissez une habitude courante et complétez la phrase suivante. Après, habitude actuelle, je ferai, nouvelle petite habitude. Selon Brian G. Fogg, il y a 4 principes à retenir lorsque vous choisissez l'habitude qui servira de déclencheur au nouveau comportement que vous cherchez à développer. 1. Votre habitude doit être extrêmement fiable. Préférez les comportements que vous avez toujours faits. Après que mes pieds ont touché le sol le matin, je dirais « ça va être une belle journée ». Après avoir fait mon lit, je m'étirerai en touchant mes orteils. Après être entré dans ma voiture, je prendrai 2 respirations profondes. 2. Votre habitude doit être un événement précis. Un déclencheur flou, comme après le dîner ou chaque fois que je me sens stressé, ne convient pas très bien. Précisez-les. Après avoir allumé mon téléphone, après m'être assis dans le train, après avoir bu un verre d'eau, après que le soleil s'est couché, après que la musique s'est arrêtée, etc. Les déclencheurs temporels et de lieu peuvent être habilement exploités. Après avoir fait ma tasse de thé, je méditerai pendant 60 secondes. Après avoir mangé mon petit déjeuner, je boirai un verre d'eau. Après avoir allumé mon ordinateur, je rangerai un article sur mon bureau. Après 21h, j'éteindrai tous mes écrans. Après avoir posé ma tête sur l'oreiller, je remercierai une bonne chose qui m'est arrivée aujourd'hui. 3. Votre habitude doit correspondre avec la fréquence à laquelle vous voulez faire votre nouvelle habitude. Si vous voulez faire votre nouveau comportement 1 fois par jour, comme lire, alors séquencez-le après une habitude qui se produit juste 1 fois par jour, aller dans votre lit pour se coucher. Si vous voulez faire votre nouveau comportement de 4 à 7 fois par jour, alors séquencez-le après une habitude qui se produit de 4 à 7 fois dans votre journée. Après être allé aux toilettes, je boirai un verre d'eau. Cela me rappelle de me réhydrater sans y penser. Après avoir bu de l'eau, je me rappellerai une chose que j'ai apprise récemment, très pratique pour apprendre de nouveaux concepts et mieux les retenir. Après avoir lu un article, je noterai au moins une phrase de ce que j'en ai retenu dans mon carnet. Après un appel professionnel, je noterai au moins une phrase de ce que j'ai retenu de l'échange. 4. Votre habitude devrait se rapporter naturellement au nouveau comportement. Une bonne habitude d'ancrage est liée au nouveau comportement que vous souhaitez faire, tant dans le thème que dans le lieu. Après m'être brossé les dents, j'utiliserai du fil dentaire. Tous deux sont en relation avec les soins dentaires et se déroulent au même endroit, dans la salle de bain. Après que mon réveil a sonné, je ferai mon lit immédiatement. Après être rentré chez moi, j'accrocherai mes clés. Après m'être installé dans mon lit, je lirai au moins une page d'un livre. Étape 5. Rendez-la satisfaisante avec une récompense immédiate. Cela explique pourquoi les habitudes sont si puissantes. Elles créent des envies neurologiques. La plupart du temps, ces envies apparaissent si graduellement que nous n'en sommes pas vraiment conscients et que nous sommes souvent aveugles à leur influence. Mais, comme nous associons les déclencheurs à certaines récompenses, une envie subconsciente émerge dans notre cerveau qui commence à faire tourner la boucle de l'habitude. Charles Duhigg, journaliste et auteur du livre « Le pouvoir des habitudes ». Pourquoi ? Au début des années 1900, très peu d'Américains se brossaient les dents. Claude Hopkins,
un des pionniers de la publicité moderne, était en charge du marketing du Pepsodent, un dentifrice révolutionnaire à la menthe qui picote dans la bouche. Il a développé une formule en 2 étapes encore employée dans la publicité aujourd'hui. Trouver un déclencheur simple et évident et définir clairement les récompenses. Hopkins a commercialisé le Pepsodent comme un moyen d'éliminer la sensation du film de plaque que les gens ressentent sur leurs dents. Il a fait remarquer qu'avoir ce film sur les dents donnait l'impression qu'elles étaient miteuses et a laissé croire que si des millions d'Américains avaient des sourires d'un blanc éclatant, c'était grâce au Pepsodent. Évidemment, l'allégation était fausse. Cependant, Hopkins a réussi à identifier un déclencheur universel, densal, qu'il a lié à une récompense de belles dents. Pour la première fois, les gens ont commencé à acheter du dentifrice. Hopkins avait réussi à populariser l'habitude du brossage de dents en jouant sur la vanité et l'envie d'être propre. Mais enlever la plaque dentaire n'aurait pas suffi à intégrer le brossage de dents dans une routine quotidienne. Une récompense était nécessaire. Dans le cas de Pepsodent, c'était la sensation de fraîcheur et de picotement après le brossage de dents. Cet effet est progressivement entré dans l'esprit des consommateurs qui ont assimilé une récompense tangible qu'ils ont commencé à désirer en oubliant de se brosser les dents. Une majorité des Américains a bien compris le lien avec cette récompense. Et d'après Charles Duhigg, en l'espace d'une décennie, l'utilisation du dentifrice est passée de 7% d'Américains à 65% de la population américaine. Depuis cette découverte, la sensation de fraîcheur et de picotement est maintenant un élément de base dans tous les dentifrices. La récompense est l'information qui permet au cerveau de satisfaire une envie et de savoir si un nouveau comportement doit être reproduit ou non à l'avenir. Nous pouvons également utiliser cette connaissance à notre avantage lorsque nous essayons de créer des habitudes. Si nous adoptons une habitude que nous attendons avec impatience, nous serons beaucoup plus susceptibles de la répéter. C'est pourquoi il est essentiel de se récompenser après chaque habitude, afin d'associer celle-ci à un état de bien-être et d'avoir toujours envie de la refaire. C'est ce besoin qui crée automatiquement une habitude. Rappelez-vous, sans récompense, il n'y a pas de comportement et encore moins d'habitude. Ce n'est qu'une fois que votre cerveau commence à s'attendre à la récompense que le recablage important aura lieu et vous permettra de créer de nouvelles habitudes. Comment ? Une bonne récompense présente 3 caractéristiques principales. Elles surviennent immédiatement après la routine, sont liées à l'action et sont minimes. Pensez aux footballeurs qui célèbrent leur but en embrassant leur maillot, en glissant sur la pelouse pour se faire féliciter par leurs coéquipiers et les supporters. Nous essayons ici de faire la même chose, mais sans pelouse. Cette approche vous paraîtra un peu étrange, mais ceux qui se récompensent efficacement peuvent créer rapidement des habitudes. Voici quelques suggestions proposées par Brian Fogg pour célébrer vos petites victoires. Faites un mouvement physique une fois. Levez le pouce en l'air, vous applaudir une fois, lever le poing, faire le signe de la victoire. Faites un mouvement physique rythmé. Une petite danse de la victoire, on oublie le Mia ou la Macarena. Prendre la posture de l'archer comme Usain Bolt, plus classe. Tapez la pose victorieuse d'un de vos personnages préférés. Dites quelque chose à voix haute ou pensez-le. Oh, je suis génial, bon travail, super, tu gères, yes. Chantez une chanson à voix haute ou chantonnez-la dans votre tête. Eye of the Tiger, Survivor, Gonna Fly Now, Bill Conti, thème de Rocky, Billie Jean, Don't Stop Till You Get Enough, Michael Jackson. Imaginez entendre de la musique ou un effet sonore, une foule rugissante qui vous acclame, la fanfare de la victoire d'un Final Fantasy, une explosion avec un arrêt sur image où vous tapez la pause comme si vous figuriez dans le générique d'une série. Ressentez un sentiment de réussite à l'intérieur de vous, un sentiment de joie pour votre action, de contentement dans vos progrès tranquilles, d'excitation pour les bienfaits à venir. Vous pouvez aussi combiner 2 ou plusieurs célébrations. Si vous avez réussi l'exploit de faire manger un brocoli à un enfant, vous pouvez faire une pause victorieuse. Imaginez une musique glorieuse comme dans le film Rocky. Vous congratulez en vous disant par exemple « Waouh, tu gères !»
Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même célébration. Si vous êtes dans un lieu public, alors votre célébration ne sera pas visible, ce sera gênant. Dans ce cas, vous pourriez vous limiter à un sentiment de victoire intérieure avec une pensée comme « bon travail » ou « on est sur la bonne voie ». Ou parfois, vous pourriez penser à une personne qui vous est chère et qui serait fière de vous voir réussir. Cela libère des émotions positives et fonctionne comme une célébration. L'important est de trouver votre célébration qui vous est authentique et qui fonctionne pour vous. Mesurez vos progrès. Le suivi des habitudes crée un déclencheur visuel qui peut vous rappeler d'agir. C'est intrinsèquement motivant à faire, car vous voyez les progrès que vous faites et cela crée une récompense visible. La mesure est utile quand elle vous guide dans la bonne direction, pas quand elle vous consume dans une logique de performance pure et dure. En mesurant vos progrès, vous pouvez aussi vous récompenser comme si vous montez d'un niveau. Employez la stratégie de Jerry Seinfeld. Procurez-vous un grand calendrier mural. Mettez-le bien en évidence en le plaçant dans un lieu où vous le verrez souvent. Réfrigérateur, porte d'entrée, chambre, toilette. Chaque fois que vous cochez une date dans votre calendrier, vous aurez investi une journée supplémentaire dans votre série. Ce rappel visuel renforce votre engagement. Plus la série se développe, plus vous lutterez pour son maintien. Téléchargez un tracker d'habitudes. Vous pouvez documenter et suivre vos habitudes avec des applications telles que Loop, suivi d'habitudes, application simple ou Habitbull, plus complet. Pour les joueurs, vous avez Habitica, une application gratuite qui traite votre vie comme un jeu en transformant vos tâches quotidiennes en aventure RPG, sigle issu de l'anglais Role Playing Game, désignant un jeu vidéo de rôle. Rendez vos habitudes plus attrayantes. Associez un comportement que vous jugez important mais peu attrayant à un comportement qui vous attire. L'idée est d'exploiter l'empilement des habitudes pour rendre votre nouvelle habitude plus désirable, parce qu'elle aboutira toujours à une récompense que vous souhaitez. La formule est la suivante. 1. Après habitude actuelle, je ferai habitude dont j'ai besoin. 2. Après habitude dont j'ai besoin, je ferai habitude que je veux. Avant d'allumer mon ordinateur, je m'assure d'avoir médité et d'avoir fait au moins 20 pompes. Après avoir médité, je ferai 20 pompes. Après avoir fait 20 pompes, j'allumerai mon ordinateur. Vous pouvez aussi exploiter un déclencheur pour placer une habitude que vous avez besoin de faire avant l'habitude que vous voulez. Par exemple, lorsque vous avez envie d'aller sur Facebook, faites 20 pompes avant. Si vous avez envie d'écouter un podcast ou un livre audio, faites-le pendant que vous faites du sport, course, musculation, étirement. Bientôt, vous pourrez même convertir ces tâches peu attirantes comme étant agréables, parce que vous anticiperez la récompense agréable tout en les effectuant. Étape 6. Soyez votre propre architecte du choix. Un architecte de choix a la responsabilité d'organiser le contexte dans lequel les gens prennent des décisions. Richard Thaler, économiste, prix Nobel d'économie en 2017 et auteur du livre Nudge. Pourquoi ? Richard Thaler, professeur d'économie et de sciences comportementales à l'Université de Chicago, est à l'origine de la théorie du nudge, qui lui a valu de recevoir le prix Nobel d'économie en 2017. Le nudge peut se comprendre comme un mode de représentation particulier, susceptible d'induire un choix différent de modifier le comportement des gens d'une manière prévisible sans interdire aucune option. En bref, c'est un petit coup de pouce qui nous incite à prendre une bonne décision. L'exemple le plus célèbre est cette fausse mouche peinte sur le fond des urinoirs de l'aéroport d'Amsterdam. Elle a encouragé les utilisateurs à viser plus précisément, ce qui a réduit les dépenses en nettoyage. Chaque habitude dépend du contexte. Notre environnement physique peut déterminer et influencer sans que nous en soyons conscients notre comportement. Malgré nos personnalités uniques, certains comportements ont tendance à se reproduire dans certains contextes. Dans une salle d'attente, les gens ont tendance à parler à voix basse et respectent une distance de confidentialité. Dans une salle de spectacle, les gens rient, crient, applaudissent. Le nudge est fait par ceux que nous appelons les architectes de choix. Un terme sophistiqué pour désigner toute personne qui organise un contexte afin d'influencer les choix que vous faites.
La vérité est que bon nombre des actions que nous entreprenons chaque jour ne sont pas influencées par notre détermination, ni par notre volonté délibérée, mais par l'option la plus évidente. Dans les supermarchés, les étagères à hauteur des yeux contiennent généralement les produits les plus chers. Si vous avez des friandises présentées en caisse, c'est pour mieux vous tenter par l'exploitation de votre fatigue. Ou pensez encore aux offres d'abonnement qui se renouvellent automatiquement. Dans le cadre d'une étude, des chercheurs se sont demandé s'ils pouvaient amener les gens à manger plus sainement sans y penser. Pour ce faire, ils ont secrètement manipulé l'environnement d'une cafétéria d'un hôpital de Boston pendant une période de 6 mois. Qu'ont-ils fait? Ils ont ajouté de l'eau aux 3 réfrigérateurs principaux de la cafétéria, là où il n'y a que des sodas, et placé des paniers contenant des bouteilles d'eau partout dans la pièce. Ces petits changements environnementaux ont entraîné une baisse de 11% des ventes de boissons gazeuses sur les 3 mois suivants, tandis que les ventes d'eau en bouteille ont augmenté de 25%. Les chercheurs Sondike, Sonnenberg, Rees, Baraklov et Levy ont également apporté des ajustements aux options alimentaires et observé des résultats similaires. Personne n'a dit aux visiteurs de la cafétéria quoi faire. Les chercheurs ont tout simplement changé l'environnement pour favoriser des choix plus sains, et les clients ont adapté leur comportement en conséquence. Nous pouvons aussi exploiter cette tendance en étant nos propres architectes du choix. Comment? Réduisez la friction entre vous et vos bonnes habitudes. En aménageant votre environnement, vous pouvez vous guider inconsciemment vers de meilleures décisions futures. L'idée principale est de vous assurer que le bon comportement soit l'option la plus évidente et la plus simple à faire. Si vous voulez lire plus souvent, placez un livre là où vous êtes habituellement assis pour vous détendre. Si vous voulez courir le matin, laissez vos chaussures près de la porte et vos vêtements d'entraînement tendus pour ne pas avoir à les préparer le matin. Si vous voulez jouer de la guitare plus souvent, placez-la au milieu de votre salon. Si vous voulez boire plus d'eau, placez quelques bouteilles d'eau dans les endroits communs de votre maison. Si vous voulez manger plus de fruits et de légumes, placez les aliments plus sains dans des endroits plus visibles autour de votre cuisine. Si vous voulez manger moins, prenez des assiettes plus petites et des couverts plus petits. Étape 7. Trouvez votre tribu. Une tribu est un groupe de personnes reliées les unes aux autres, reliées à un chef et reliées à une idée. Depuis des millions d'années, les êtres humains font partie d'une tribu ou d'une autre. Un groupe n'a besoin que de 2 choses pour être une tribu: un intérêt commun et une façon de communiquer. Seth Godin, entrepreneur et auteur du livre Tribu. Pourquoi? Depuis des milliers d'années, nos ancêtres ont fait partie de tribus pour survivre. Que ce soit des groupes spirituels, religieux, ethniques, professionnels ou politiques, nous avons tous besoin d'appartenir à un collectif qui nous dépasse. À l'époque, les tribus se constituaient dans une localité. Mais avec la portée d'Internet, l'influence n'est plus directement corrélée à sa taille, mais à l'exposition de la cause qu'elle défend. Toutes les tribus partagent 3 éléments essentiels: un groupe de personnes, une cause commune et un leader qui représente et organise la tribu. Nous sommes toujours sensibles à ces leviers primitifs qui nous incitent à saisir toute opportunité qui rehaussera notre statut social. À l'époque, cela donnait droit à de nombreux avantages comme l'accès à la nourriture, à la reproduction et aux ressources. Nous avons tendance à imiter nos proches, la masse et les puissants, car nous voulons nous sentir acceptés, validés et entourés d'individus puissants, intelligents, influents, afin de nous en attribuer leurs qualités et prétendre à de meilleures conditions de survie. Cette quête du statut social peut grandement influencer nos choix et nos décisions. C'est un levier primitif que les publicitaires adorent utiliser pour vous présenter le nouvel iPhone. Ils vous vendent la promesse de résultats qui feront de vous une nouvelle personne dans l'air du temps. Un rebelle qui défie le statu quo, une personne à part qui pense différemment. L'industrie du luxe est probablement celle qui exploite au mieux cette tendance du statut social. Avez-vous remarqué que votre attitude et vos pensées diffèrent selon les personnes que vous fréquentez? Nos amis et notre famille exercent une influence étonnante sur nos croyances, nos objectifs
nos émotions et nos actions. Une étude réalisée par Nicolas Christakis et James Fowler a révélé que si vous avez un ami obèse, le risque de devenir obèse également augmente de 57%. Et ce, même si votre ami habite à des centaines de kilomètres de là. Sans nous en rendre compte, nous nous conformons constamment aux personnes qui nous entourent et atteignons leurs objectifs. Quand j'étais lycéen, je ne voulais pas me mêler au groupe qui buvait et fumait. Cela m'a écarté de nombreuses soirées, certes, mais je m'en suis très bien porté. Tous ceux que je compte dans mon entourage sont des personnes qui ont fait l'objet d'une sélection façonnée par le poids de nos affinités, de nos centres d'intérêt, de nos compatibilités et de la confiance que nous nous accordons mutuellement. Ce sont des personnes inspirantes, d'une intelligence qui m'interpelle et avec qui j'ai toujours quelque chose à dire. Ces personnes ont contribué à ce que je suis devenu et je leur en suis reconnaissant. Jim Rohn, auteur et conférencier, disait que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Nous absorbons les qualités et les pratiques de ceux qui nous entourent. Si vous voulez obtenir des résultats remarquables, il vous faut des personnes remarquables dans votre entourage. C'est pourquoi il est essentiel de vous entourer d'influences positives. Comment ? Soignez la qualité de votre entourage. Les personnes qui vous sont chères exercent une influence considérable sur vos pensées, votre comportement, vos sentiments envers vous-même et, en dernier ressort, sur votre réussite. Est-ce que ces personnes vous inspirent par leur optimisme ou bien vous découragent-elles par leur pessimisme ? Soutiennent-elles ou découragent-elles votre changement d'habitude ? Si ces personnes induisent un climat négatif dans votre vie, vous devriez les côtoyer moins souvent et vous concentrer davantage au contact de personnes dont vous voulez vous inspirer. Entourez-vous de personnes inspirantes. Notez les noms d'1 à 5 personnes avec lesquelles vous devriez passer plus de temps. Si vous n'en connaissez pas, allez les chercher. Dressez une liste des lieux, des événements, Meetup, Eventbrite ou des communautés en ligne qui se concentrent sur des objectifs et intérêts que vous avez en commun. Je vous garantis que vous allez faire de belles rencontres. Rejoignez une communauté. Une des choses les plus efficaces que vous puissiez faire pour créer de meilleures habitudes consiste à vous joindre à une culture où votre comportement souhaité est la norme et que vous ayez déjà quelque chose en commun avec le groupe, comme des objectifs similaires. Les communautés sportives exploitent cela. Vous vous adapterez aux nouvelles personnes qui vous entourent et vous rehausserez inconsciemment vos normes pour être accepté dans le groupe. C'est ce besoin de répondre à un sentiment d'appartenance qui soutiendra votre changement. Je vous invite à passer le bonjour au groupe Essentiel sur Facebook. C'est la communauté d'entraide que j'ai créée pour vous inspirer et vous soutenir mutuellement dans votre quête pour une vie meilleure. Les points clés de la partie 2. Avant de développer ou changer une habitude, vous devez avoir conscience de vos propres routines et automatismes pour savoir ce que vous voulez optimiser. Une habitude clé est une habitude qui entraîne toute une série de comportements qui peuvent s'étendre positivement ou négativement dans plusieurs domaines. La règle essentielle pour initier un nouveau comportement est de commencer petit. Une petite habitude est un comportement qui se produit au moins une fois par jour, dure moins de 30 secondes et doit être immédiatement célébré pour avoir envie de le répéter plus tard. L'important est de cultiver l'identité d'une personne qui ne rate aucune répétition. Vous devez d'abord normaliser une habitude avant de chercher à l'optimiser. Pour développer une nouvelle habitude, formulez un plan précis pour savoir quand et où la faire. Je ferai comportement à, temps, dans, location. Empilez une nouvelle habitude sur une ancienne pour ne plus compter sur la motivation et disposer d'un signal déclencheur efficace. La formule, après avoir habitude ancrée, je ferai nouvelle habitude. Rendez votre nouvelle habitude intéressante à faire. La formule est la suivante. Après habitude actuelle, je ferai habitude dont j'ai besoin. Après habitude dont j'ai besoin, je ferai habitude que je veux. Rendez votre nouvelle habitude évidente. En changeant votre environnement, vous pouvez vous inspirer à prendre les bonnes décisions plus facilement. Rendez votre habitude simple à faire. L'idée est de réduire le nombre d'étapes entre vous et vos bonnes habitudes.
Rendez votre habitude satisfaisante. En vous récompensant immédiatement après votre habitude, vous créez les conditions favorables pour anticiper du plaisir et avoir envie de la refaire. Trouvez votre tribu. Soyez dans un groupe où le comportement désiré est la norme. De cette manière, vous n'aurez plus à lutter pour maintenir votre habitude et le sentiment d'appartenance renforcera votre identité. Troisième partie. Comment se débarrasser de vos mauvaises habitudes? Dans la première partie, nous avons vu que chaque habitude présentait une boucle neurologique simple qui comprend 4 éléments. Un déclencheur, une envie, une réponse et une récompense. Dans cette partie, je vais vous présenter un plan d'action détaillé qui respecte ce cadre pour créer un système dans lequel les mauvaises habitudes auront du mal à prospérer en les rendant invisibles, difficiles à faire et insatisfaisantes. Avant de commencer, je tiens à souligner qu'il n'existe pas de solution miracle pour transformer vos habitudes. Si concevoir une nouvelle habitude s'apparente à bâtir une maison, se défaire d'une mauvaise routine s'apparente alors à démolir un bâtiment. Ces approches ne sont pas les mêmes et il existe de nombreuses techniques pour parvenir plus ou moins efficacement au même but. J'ai avant tout écrit cette partie pour vous inviter à la réflexion et à l'expérimentation. Cela ne garantit aucunement que vous parviendrez à vous défaire définitivement de vos addictions les plus fortes, mais au moins, vous disposerez de quelques armes pour essayer de terrasser le dragon. Chaque personne est différente et notre capacité à contrôler nos habitudes varie en fonction de leur complexité. Certaines sont légères, comme retirer ses chaussures sans les ranger ou oublier le prénom de quelqu'un qu'on vient de rencontrer. D'autres sont modérées, comme le fait de manger devant son écran ou de trop boire dans une soirée. Et quelques-unes figurent parmi les plus addictives, comme fumer, se ronger les ongles, jouer aux jeux vidéo sans modération ou procrastiner sur un projet d'envergure. De plus, force est de constater que les habitudes sont dictées par différents désirs. Certaines habitudes cèdent souvent aux analyses, à quelques changements dans votre environnement ou aux pressions sociales. D'autres ont une nature plus complexe et nécessitent une étude plus approfondie ou une aide de professionnels. Et pour d'autres, le changement est un processus qui ne s'arrête pas complètement. Écoutez cette partie du livre audio comme un guide pratique non exhaustif, une introduction pour partir du principe que vous pourrez vous inspirer et expérimenter le changement. Combiné aux stratégies présentées dans la partie 2 sur la création d'une nouvelle habitude, vous disposerez de diverses tactiques pour vous aider à redéfinir vos habitudes. Étape 1. Identifier la mauvaise habitude. On ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre. Il faut lui faire descendre l'escalier marche après marche. Mark Twain, écrivain, essayiste et humoriste américain. Pourquoi ? Nos habitudes sont à double tranchant. À mesure que les habitudes se développent, nos actions ne relèvent plus de notre conscience et deviennent automatiques. Certaines peuvent contribuer à améliorer notre qualité de vie comme bien dormir, bien manger, lire ou faire du sport, là où d'autres nuisent à la qualité de vie comme fumer, trop manger, passer trop de temps à jouer et avoir un mode de vie peu équilibré. Une habitude a toujours une récompense à nous offrir. Au début, une mauvaise habitude semblait agréable, mais c'est parce qu'elle vous a apporté du bien ou vous a soulagé du stress et de l'ennui que le comportement en question s'est par la suite transformé en une habitude. Gardez à l'esprit que chaque récompense satisfait un besoin spécifique. Quoi qu'il en soit, il vous faudra identifier la routine pour savoir ce que vous voulez changer. Comment ? Choisissez une seule mauvaise habitude. Il est contre-productif de procéder à plusieurs changements. Mieux vaut vous engager à suivre un nouvel engagement concret que chasser plusieurs lièvres à la fois. Réfléchissez à vos motivations. Si vous ne savez pas pourquoi vous voulez arrêter une mauvaise habitude, alors vous ne commencerez jamais à changer. Expliquez en détail les raisons qui vous poussent à vouloir changer votre habitude. Cela contribuera à faire évoluer votre attitude face au changement et à y associer de bons sentiments. Ne changez pas par culpabilité ou frustration.
Prenez la décision de faire cela pour vous-même et assumez donc la responsabilité de changer votre vie pour le mieux. Vous pouvez reformuler votre mauvaise routine comme un changement plus positif tourné sur le gain et non la perte. Au lieu de dire « j'ai besoin d'arrêter de trop manger », cadrez le changement comme « je veux apprendre à mieux m'alimenter pour être en meilleure santé ». Identifiez la récompense que vous tirez de votre mauvaise routine. Décrivez le sentiment que vous cherchez à obtenir de la mauvaise habitude. Quelles sont les récompenses attendues? À quelle envie répond-elle? Cela peut être des sensations physiques, comme des sensations de satiété, de repos, de jouissance, ou des récompenses émotionnelles comme un sentiment de calme, de bien-être, d'amour ou de validation sociale. Par exemple, j'ai découvert que mon envie de faire une sieste peu après le repas avait disparu après avoir pris des pauses plus régulières dans mon travail. Pendant mes pauses, je buvais quelques gorgées d'eau, j'écoutais un morceau de musique et je marchais au moins 4 minutes. J'avais besoin de mieux gérer mon énergie pour ne pas sentir la fatigue d'un travail sans réelle pause. Si vous n'avez pas d'idée, je vous donne une liste des 144 mauvaises habitudes que vous pourriez avoir sans le savoir. Mauvaises habitudes qui nuisent à votre santé.